BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà pour cette deuxième partie de quoi je mêle. Eh bien, je suis très heureux de vous raconter avec l'un des auteurs de cette histoire, toute la genèse de VLC, un logiciel que vous connaissez sans doute, qui nous permet encore depuis de très nombreuses années d'écouter nos fichiers audio, de regarder des vidéos. En fait, ce qui nous plaît dans VLC, c'est que ça encaisse tout, en fait. Ça lit tout. Ce qu'il y a de dingue, c'est que ce logiciel est français. Il y a une histoire derrière tout ça. Alors, il y a beaucoup d'hommes, bien évidemment, d'ingénieurs. Mais il y en a un particulièrement, c'est Jean-Baptiste Kempf qui est avec nous. Salut Jean-Baptiste. Salut. Merci d'être là. Merci de m'inviter. Alors, on se connaît bien parce que tu viens régulièrement dans Tech & Co, commenter l'actu, etc. Et j'avais envie qu'on fasse un focus sur ton bébé, en quelque sorte. C'est VLC. VLC, c'est pas neuf quand même. Je crois que la première version, c'est 96. Alors, en fait, oui, c'est un peu compliqué, mais la première vraie version de VLC, c'est 98. Mais le projet, effectivement, il date bien avant. C'est un projet qui commence en 96, effectivement. 96, rappelez-vous, c'est quoi C'était le début d'Internet, finalement. C'était quoi l'origine, la conception, l'idée de VLC dès le départ? Alors, ça, c'est ce que les gens aiment pas comprendre, c'est que je suis pas créateur de VLC. Il n'y a pas de créateur de VLC, parce qu'en fait, VLC, personne s'est dit « je vais lancer VLC ». L'origine, elle remonte il y a beaucoup de temps, dans des décisions un peu absurdes, très françaises. C'est dans les années 60, l'École centrale des arts et manufactures, qui va devenir ensuite Centrale Paris, puis Centrale Supélec, est du côté de la gare de Lyon, et doit produire à peu près 80 ou 100 ingénieurs par an. Et on est dans l'époque post-guerre mondiale, on veut avoir plus d'ingénieurs, et donc on décide de déplacer cette école et de faire un nouveau campus. Et c'est une école qui est un peu bizarre par rapport à toutes les autres grandes écoles, c'est que c'est une école qui dépend de l'éducation nationale. Okay. Et donc, c'est une école qui a beaucoup moins d'argent que Télécom, Supaéro, Polytechnique, les mines, parce qu'elle est sur un ministère qui est globalement pauvre en dotation étudiante. Et donc, ils décident, un endroit pas cher, mais comme c'était l'école centrale, centre de la France, Clermont-Ferrand. Il y a beaucoup d'anciens de Michelin qui sont à Centrale, et donc, c'est logique. Et là, en fait, il y a une sorte de contre-proposition par des alumni de l'école qui décident de dire que ça leur va pas du tout, que de toute façon, en France, tout se passe autour de Paris. Et donc, ils achètent un terrain du côté du parc de Sceaux, à Châtenay-Malabry, et ils construisent un campus, et ils permettent à l'éducation nationale de construire un bâtiment des enseignements et un bâtiment de recherche. Et tu arrives avec un truc complètement délirant, en France en tout cas, c'est une école publique, vraiment tout ce qui est de plus public, l'éducation nationale, avec une dotation qui est un peu plus élevée que des étudiants en université, mais pas beaucoup, sur un terrain privé. Alors certes, géré par une association, loi 1900, mais ça reste un terrain privé. Et la conclusion de ça, c'est que tout est géré par les étudiants. Il y avait une bibliothèque, il y avait une cafétéria, il y avait un supermarché, il y a eu une radio, puis une télé. Il y avait la gestion des chambres, en fait, était gérée par les étudiants. Et tout était fait comme ça. Et ça marchait bien ? Ça marchait très bien. Et dans les années 80, début des années 80, des anciens élèves qui devaient bosser chez IBM et chez 3Com veulent faire une expérimentation à grandeur nature d'un réseau avec beaucoup de gens. Il y a 1500 élèves sur les étudiants, et ils lancent un réseau Token Ring. Et ils démarrent une association qui s'appelle VIA, comme Vivre l'informatique autrement. Alors ça nous fait un peu rigoler. Et ils font un réseau. Et donc le Token Ring, c'est une vieille technologie de réseau où tu n'as pas de routeur. En fait, c'est tous les ordinateurs se connectent les uns à l'autre en faisant un énorme ring, un anneau, et tu envoies les paquets en parlant à chacun. Et ça marche très bien dans les années 80. Donc ça fait comme une chaîne, en fait. C'est une chaîne. C'est comme si tout le monde se donne la main et tu fais... C'est du peering, finalement, c'est ce qu'on dit. C'est du peering sans concentrateur, quoi. Sans routeur, sans switch. Donc tout le monde passe. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, tu es aussi lent que le plus lent dans ta chaîne, évidemment. Bien sûr. Et par contre, ça coûte pas cher. Il n'y a pas besoin d'avoir d'éléments actifs. Dans les années 80, tu te connectes en telnet sur des interfaces pour aller envoyer des mails en Pine, en mode ou en newsgroup. Vraiment, les choses... Légèrement mieux que le Minitel. Je suis même pas sûr que c'était même pas sûr. C'était plus mondial que le Minitel, mais en tout cas c'était le même genre de truc. Et ça va très bien. Mais dans le début des années 90 commence le web, 92, 93, et commencent les premiers jeux vidéo, Doom, Duke Nukem, et les étudiants veulent jouer en réseau. Et donc évidemment, ils vont voir, donc, je vous raconte quand même l'histoire de VLC, vous allez voir pourquoi on parle de VLC. Et donc ils vont voir l'école qui dit « Oh, j'ai besoin d'un nouveau réseau ». Et l'école, avec une mauvaise foi que seuls les Français sont capables de faire, dit « On veut vraiment vous aider, mais vous comprenez, le campus ne nous appartient pas, on n'a pas le droit,
au revoir, allez voir des partenaires de l'école. Eh bien, c'est ce qu'ils vont faire. Les étudiants veulent leur nouveau réseau et ils vont voir Alain Pouillat, qui à l'époque doit être DSI du groupe Bouygues. D'accord. Évidemment, il y a énormément de Bouygues, et d'ailleurs, c'est Bouygues qui a construit ce campus. Ouais, bien sûr, on parle même pas de Bouygues Télécom à l'époque, qui n'existait pas. Alors, je pense que c'est 95, C'était 96. le début. Et il y a tous les trucs autour de TPS, TF1, des rapprochements, Oui, bien etc. sûr, bien sûr. Et je pense que c'est Alain Pouillat, ou un de ses conseillers, qui dit, en fait, c'est très simple, le but, on va vous faire un nouveau réseau, parce qu'en fait, le futur de la télé, c'est le satellite. Bon, non. Mais en fait, c'était pas idiot comme remarque à l'époque, c'était. Et il dit, au lieu d'avoir 1500 antennes satellites et 1500 décodeurs dans des pioles d'étudiants qui vont être évidemment super bien traités, on met une énorme antenne et on envoie sur un réseau. Et évidemment, en 96, on a des Pentium 60 et 90 MHz, peut-être 100 MHz. Faire du décodage vidéo, même en format timbre-poste ou SD, c'est-à-dire DVD, c'était de la science-fiction. Et ben, les étudiants, ils disent, ok. Et donc, ça met à peu près 1 an et demi, il y a un montage en taxe d'apprentissage, à travers l'école, des associations, enfin, un truc bien. Et ils ont un réseau ATM à 155 mégabits par seconde, probablement un des meilleurs réseaux d'Europe. Mais à l'époque, 155 mégabits, c'était gigantesque. Gigantesque en 96, et qui était le projet qui s'appelait Network 2000. Ouais. Alors, il y a une démo d'un streaming vidéo avec un serveur et un client, qui s'appelle pas VLC à l'époque, c'est projet Network 2000. Ce truc crash au bout de 40 secondes, c'est pas grave, la démo elle en dure 35. La mémoire, ils ont mis 64 mégaoctets de mémoire. Bon, à l'époque, c'était énorme. C'était énorme, bien sûr. Énorme. Et la démo fonctionne, et le projet aurait dû s'arrêter là. 97, donc à peu près à la fin du projet, il y a des étudiants qui disent, en fait, il y a peut-être d'autres personnes qui s'intéressent. Et donc, ils lancent ce projet de streaming vidéo sur un réseau local, vidéo, LAN. Et l'objectif, c'est de faire un logiciel open source. Mais c'est à ce moment-là qu'arrive. Donc, et c'est toute une partie de streaming où tu as un serveur qui est le plus compliqué, tu as énormément d'éléments sur le réseau, et tu as un client qui s'appelle Vidéolan Client, et qui lit, finalement, les flux MPEG-2 satellitaires. Et petit à petit, il y a des étudiants qui rajoutent en fait, le support des DVD, parce que le DVD, c'est aussi du MPEG-2, c'est le même format, même s'il y a un chiffrement qui va être contourné. Et puis, on rajoute des DivX, etc. Et en fait, ce projet... Petit pirate, là. Exactement. Le DivX. J'espère que tu n'es pas fier de tout ce que tu as pu faire quand même, mais tout à fait, je suis très très fier, mais... Parce que pour tous ceux les plus jeunes, les DivX, c'était quand même le format de fichier qui était utilisé sur Internet pour télécharger des films illégalement, on est d'accord. Exactement. Et surtout, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est 700 mégas, parce que ça rentrait dans un CD. Ben oui. C'était pile 700 sur le mégas. CD enregistrable. La plupart des DivX ne sont pas des DivX, puisqu'en fait, le DivX, c'est une marque faite par un Français, d'ailleurs, à l'origine, qui est informatisé. Xvid, c'est ça, non? Il y a Xvid, il y a MPEG-4 ASP, il y a plein de choses, c'est pas très intéressant. Mais surtout, tu téléchargeais ça sur ton 56K, ton modem, ça prenait 24 heures, et tu espérais que ta mère ne décroche pas le téléphone. Pour couper le téléchargement, parce que là, tu devenais fou. Et tu devenais fou. Et en fait, comme VLC est un logiciel qui est fait pour lire un flux réseau, en fait, quand tu es dans le réseau, tu ne peux pas aller à la fin du fichier pour voir les métadonnées. Donc en fait, VLC te permettait très vite, en une demi-heure, même avant la fin du téléchargement, de savoir si ça marchait, si le film que tu téléchargeais, c'était un Disney, quand tu voulais un Disney, ou un James Bond, et pas l'inverse, tu vois. Donc c'était vraiment ce truc-là. Et surtout, ça devient open source en 2001. Les élèves ont un peu forcé la main à l'école, parce qu'en fait, l'école voulait un peu garder le contrôle et surtout l'appartenance du truc, surtout espérer monétiser. Puisqu'en fait, le MIT avait fait un décodeur MPEG-1 et MPEG-2 et avait réussi à récupérer de l'argent. Et comme on a dit que l'école centrale, à l'époque, n'a pas beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent qui vient du privé. Donc, c'est pas idiot. Mais en fait, ils se rendent bien compte que le projet est plus important en fait, que cette école à l'époque, ou en tout cas, qu'ils ne comprennent pas très bien. Et en 2001, personne ne fait de l'open source. Donc, en quelle année ça explose, en fait? En quelle année VLC, on ouvre la brèche de VLC et tout le monde le télécharge? 1er février 2001, le directeur de l'école centrale Paris autorise le passage en open source du projet Vidéolan, en particulier parce que les étudiants avaient donné la code source au public, mais pas quand tu étais dans l'école. Quand tu étais dans le réseau de l'école, tu ne le voyais pas. Et le directeur de l'école s'est fait féliciter par quelqu'un, je pense un Américain, qui a dit « Vous êtes un visionnaire de faire de l'open source en 2001 ». Et il ne savait pas du tout de quoi il parle. Et donc finalement, VLC passe. Et donc en février 2001, donc pile il y a 25 ans, et quelques jours, VLC devient open source et s'appelle encore Vidéolan Client.
Et là, en fait, il y a une explosion. Il y a beaucoup de communautés qui viennent. Et donc, en 2001, 2002, 2003, ça passe sous Windows, ça passe sous Mac, ça lit les DVD, ça lit les DivX. Et là, ça commence à énormément bien marcher parce que il y avait tous les codecs installés. À l'époque, c'était infernal. Ouais, c'était l'enfer. Et d'ailleurs, même ça revient un peu infernal avec. On a vu HP et Dell aujourd'hui qui enlèvent le codec HEVC. Ouais, bien sûr. Et c'est une vraie prise de tête. Et là, en fait, donc tu téléchargeais ces codecs pack sur des sites complètement bizarres qui avaient de la pub et qui te mettaient du spyware. Et à la fin, tu flinguais ton Windows, tu devais réinstaller ton Windows. Alors que toi, dans VLC, il y avait tout déjà. Il y avait tout déjà. Mais une fois de plus, ça n'a pas été pensé comme ça. C'est qu'en fait, c'était un logiciel qui était surtout fait sous Linux. Et sous Linux, c'est un système de package. Donc la façon la plus simple de porter la version Linux ou la version Windows, c'était de porter le même système de package, plutôt que d'utiliser les codecs système Windows. Donc en fait, tu vois, ils ne se sont pas dit « Oh, on va faire ça parce que c'est plus simple ». Ils l'ont fait parce que c'était logique, c'était le plus simple, et résultat, ils se sont rendus compte que c'était très cool. Et en fait, c'est un peu ça, VLC, tu vois. VLC, c'est la continuité du Videolan client, qui est un projet Videolan, qui est la continuité du projet Network 2000, qui est la continuité du projet Mais Nokia. à quelle époque tu es rentré dans la danse? Moi, j'arrive à Centrale en 2003, justement, en septembre 2003. T'es ingénieur. Ingénieur, alors vraiment un classique. J'étais au lycée, j'ai passé mon bac en 2001, je suis allé en prépa, j'ai passé tous les concours, j'avais les mines ou Centrale, et je suis allé explicitement à Centrale parce que je savais qu'il y avait une association informatique, cette association VIA, qui était une bonne école d'informatique. Une bonne association d'informatique. Parce que moi, à l'origine, je voulais aller faire une école qui s'appelle EPITA. Une école d'ingénieurs spécialisée en informatique. Et j'ai été refusé à EPITA parce que je n'avais pas assez de bonnes notes en maths en terminale. Alors, c'était un peu spécifique, j'étais Henri IV, donc c'est pour ça que j'avais... Oui, t'étais vraiment dans le haut du panier, quoi. Donc c'était compliqué d'avoir... Ça me faisait des notes pas terribles en terminale, même si après j'ai eu des super notes en prépa et au concours, c'était pas la question. Mais mon père m'a dit, écoute... et donc, EPITA m'a dit, allez faire Epitech. Mais mon père regarde, il voit Epitech, écoute, c'est pas une école d'ingé, c'est une école de technicien informatique, et ça coûte très cher. On est 4 enfants, mon père m'a dit, écoute, t'es mignon, et c'est comme une prépa, c'est quand même moins cher, et regarde si ça marche. Et je fais une prépa, ça marche, et donc à la fin des concours, je peux aller dans les mines normales, etc. Et Centrale, je sais qu'il y a l'informatique, donc je vais à Centrale. Et c'est là, en fait, moi, très vite, je deviens un vice-président de réseau, je sais pas ce que c'était à l'époque, dans les associations de réseau, et je m'occupe de l'utilisation de VLC pour la diffusion. Donc tu reprends le VLC, là, en fait. Même pas, là, je suis vraiment même pas à coder sur VLC, j'utilise VLC pour faire vraiment la diffusion, le broadcast sur le... D'accord. Tu es un utilisateur, on va dire. En fait, même c'est moi qui gère l'antenne satellite, la grosse antenne, enfin les antennes, parce qu'on avait sur pas mal de satellites qui envoient sur le réseau. Donc je fais partie vraiment du réseau, et donc évidemment, on commence à faire plein de trucs autour du Wi-Fi sur l'école, sur le réseau, et donc c'est toute la bande de geeks de l'école centrale, de l'association en fait, VIA, et pour plein de raisons... l'école devient de plus en plus difficile, parce que, soyons très clairs, à un moment, l'école, c'était un peu light au niveau enseignement, donc c'est pour ça que les gens avaient beaucoup de temps. Et là, quand je suis arrivé, en fait, il y a eu un nouveau directeur qui a commencé à dire, attendez... C'est fini la fiesta. Il n'a pas dit ça comme ça. Mais on va... Il y avait quand même un petit message qui était un petit peu... Et donc, en fait, et surtout, les choses faciles sur VLC avaient été faites. Donc, en fait, on arrive à un problème où il y a de moins en moins de gens qui travaillent sur VLC, et comme c'est des générations d'étudiants qui viennent les uns à la suite des autres... Ils s'en vont après... En fait, pour chaque génération, c'est de plus en plus difficile de rentrer. Parce qu'en fait, la complexité, les trucs simples sont faits, donc plus ça avance, plus c'est les choses difficiles. Et donc voilà. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le projet de l'école, parce qu'en 2007, on n'est plus que 2 sur le projet. Et moi, je crée une association, loi 1901, en 2008, qui va récupérer les assets, la propriété intellectuelle, et je vais surtout aller retrouver les anciens de VLC et motiver des étudiants d'Epitech, d'Epita, des centrales, pour recoder, mais en étant une association qui n'était pas liée à l'école centrale Paris. Certains disent que si tu avais vendu VLC ou si tu l'avais monétisé, tu serais aujourd'hui hyper riche. C'est vrai ou pas ça? Non, mais c'est tout à fait vrai. En fait, on a eu plusieurs, et surtout moi, parce qu'en fait, avec ce système d'assaut, en fait, c'est moi qui contrôlais le nom de domaine et c'est moi qui faisais les builds Windows. Donc, de fait, c'est moi qui avais la clé pour mettre un peu ce que je veux. Et c'est à partir de 2009, là, il y a la version 1.0, on passe de quelques centaines de milliers d'utilisateurs à 1 million, à 10 millions. Ah, c'est en 2009 que ça décolle, hein, vraiment. Alors, moi, je pense que quand je reprends vraiment le projet, c'est-à-dire 2007, on est vers 2-3 millions. Fin 2009, on est déjà sur une quinzaine de millions d'utilisateurs, voire plus. Et en 2012, on atteint le milliard de téléchargements. Donc là, il y a vraiment une explosion très, très forte. Et effectivement, on me propose plusieurs fois de racheter le nom de domaine, parce que le nom de domaine est la marque. Bien sûr. Parce qu'en fait, ce cône, qui n'a aucun sens pour un lecteur vidéo, évidemment, c'est une blague potage. C'est rigolo parce que ça n'a aucun sens. Mais aujourd'hui, c'est indissociable d'un lecteur vidéo. C'est ça qui est fou. Alors,
le 1er avril, je pense, 2009, on fait une blague sur le site de Vidéolan où on remplace tous les cônes par un tractopelle jaune. En disant, voilà, on a changé parce qu'en fait, VLC, maintenant, on a la version 1.0, c'est fini. Maintenant, c'est de la maintenance, le tractopelle. Évidemment, c'était le 1er avril, c'était avant que tout le monde fasse des 1er avril sur Internet. Ouais. C'était rigolo. On a reçu plus de 10 000 mails d'insultes en disant qu'on était des fous dingues. On a même eu des gens qui nous ont dit qu'on soutenait la colonisation israéliano-palestinienne. On a dit, oh là 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 là, oh On là va là. remettre C'était le une cône. blague. Plus jamais on refait des blagues de ce C'est genre. dingue. C'est une marque hyper forte. Moi, quand je vais au fin fond de la Chine, au fin fond de l'Inde, je suis souvent invité, Mais etc. bien sûr. Les gens, alors Central Paris, pas trop, les écoles d'ingé. Quand je leur dis VLC, quand même, il y a pas mal de gens qui voient, mais le cône qui lit des vidéos, c'est universel. Et ça marche. C'est une marque très très forte qui, évidemment, qui n'a pas été pensée. Tu vois, c'est comme personne s'est dit, je vais faire VLC qui lit toutes les vidéos. C'est la Il continuité. n'y a pas de marketing en plus derrière tout ça, non? Alors si, parce qu'en fait, moi, quand j'ai pris, en fait, on a bien réfléchi à ça, mais en fait, on a gardé l'existant. Et donc, le nom de domaine et la marque sont très forts et ont beaucoup de valeur. Ouais. Et des gens nous proposent de mettre des spyware ou des trucs qui rajoutaient des toolbars ou des choses qui t'installaient. C'était à la mode à l'époque, tout ça. Exactement. Et tout, t'installais VLC, ça t'installait plein d'autres trucs, du Chrome, du toolbar. D'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas des mecs qui détournaient VLC pour installer des trucs Mais bien tout- dégueulasses derrière. Mais tout à fait, il y avait des fausses versions de VLC Ouais, qui installaient des choses. Et en fait, c'est très, très rentable. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux Ouais. vite... par exemple, sur une année de VLC, on aurait pu faire 10-15 millions d'euros. Et donc, on nous propose, pas une fois ni deux fois, mais au moins 3 ou 4 fois, donc une fois par un des GAFAM, qui nous propose, franchement, des Un chiffres. des GAFAM? Bien sûr. Google. Google voulait racheter VLC? Non, ils nous proposaient un deal où à chaque fois que tu installais VLC, tu installais Chrome. C'était comme ça. C'est comme ça qu'ils ont installé Chrome. D'accord. en Et oui, utilisant ça. oui, parce qu'ils avaient besoin d'avoir des nouveaux utilisateurs. Mais surtout, c'est Et ils payaient cher pour ça, en Mais- fait. 1 euro l'install. Waouh. 1 euro l'install. C'était absolument... Et donc, évidemment, tout le monde a tenu. Et en fait, moi, j'étais contre parce que je prouvais que c'était une violation de l'esprit VLC. Que, évidemment, ce qui allait se passer, c'est que comme c'est un logiciel open source, quelqu'un d'autre allait faire un VLC 2, VLC+, et allait récupérer une partie de la base installée. Ça allait tuer le truc. Et je trouvais que c'était une violation de l'esprit je sais pas, des 50 gars, et filles hein, d'ailleurs, qui avaient bossé sur le projet avant moi. Et en fait, c'est peut-être mon éducation qui est par mes parents hein, de catholiques de gauche, Ouais. mais moralement, ça allait pas. Et moi, ce qui est important, c'est que le soir, je me couche, je sois fier de moi. Donc, j'ai dit non plusieurs Et fois. puis tu respectais aussi les valeurs de l'Internet du départ. Ouais, mais c'est-à-dire le tu sais, partage. 2009, 2010, 2011, les valeurs de l'Internet, elles sont parties quand même. Hein, Ouais, je ouais, rappelle, ouais. hein, La preuve, elle restait encore un peu avec toi. elle reste un petit peu dans les communautés open source, mais même dans l'open source, tu commences à passer dans l'open source qui devient un peu plus grand public. Mais aujourd'hui, VLC, ça ne gagne pas 1 euro. L'association Vidéolan, qui est donc dont je suis le président, qui est éditeur du logiciel, ne gagne que de l'argent sur des dons. Ok, d'accord. Des dons. Et Un peu comme Wikipédia, les trucs comme ça. où alors les- oui, sauf que nous, on te fait pas des bannières en pleurant en Non, disant non, donne-nous non. de l'argent, sinon on va tous mourir. Parce que je rappelle que Wikipédia n'a pas besoin des dons utilisateurs pour survivre. Parce qu'ils ont énormément d'argent des gouvernements. Mais on n'a pas assez d'argent, pour donner une idée, pour employer une personne. On ne pourrait pas employer un ingénieur avec l'argent. Malgré les dons. Ouais, parce qu'en fait... Donc ça veut dire que de temps en temps, tu mets les mains dans le cambouis ou aujourd'hui, tu as pris un peu de recul et qui fait les mises à jour de VLC parce qu'on Bah, en a nous. plein encore. nous, donc en fait, c'est vraiment... Et en fait, pendant très longtemps, et Mais ça d'ailleurs, coûte moi, de l'argent tout ça. Enfin, ça coûte du temps, de l'argent. je Vous peux êtes te sur dire, iPhone, vous êtes partout. Enfin, je veux dire. de 2006 à 2014, je fais ça tous mes soirs, tous mes week-ends avec 2-3 personnes. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut bien le comprendre. VLC, c'est 500 millions d'utilisateurs actifs et l'équipe, le corps, c'est 10 personnes. Et pendant très longtemps, c'était 5 personnes. Mais surtout, et c'est ce que tu dis, on est sur iPhone. Non, la dernière version de VLC, elle marche toujours sous Windows XP. Elle marche sous Windows 11. Aucune des applications Microsoft ne marche encore sous Windows XP. On fait des mises à jour. On utilise iOS 9, tu vois, les iPad 2. On est sur toutes les versions d'iOS, toutes les versions d'Android, les Chromebooks, les Android TV, toutes les versions de Mac. On supporte macOS 10.7. Enfin, tu vois, on fait un travail qui est le travail qu'on considère bien au maximum en faisant des efforts, mais techniquement, Donc, c'est vous êtes intéressant. contre l'obsolescence, en fait. C'est ça, hein, en gros, finalement. C'est-à-dire que VLC tourne sur des machines qui aujourd'hui, n'arrivent même plus à faire tourner Windows, ou difficilement. Mais tu vois, par exemple, là, Microsoft supporte plus Windows 10. Là, nous, sur la prochaine version, vers la fin de l'année, avec VLC 4, on va arrêter Windows XP et Windows Vista. Ouais. Et on va supporter, évidemment, 7, 8, 10, tu vois. Donc, pour donner une idée, non, on a un vrai travail. Effectivement, parce que je trouve que c'est absolument inadmissible de te forcer sur des machines qui marchent très bien, de te forcer à changer de logiciel. C'est ce que fait Windows avec Windows 11, c'est pas normal. Est-ce que vous n'avez pas été un peu enquiquiné par les ayants droit à la grande époque? Parce que c'est vrai que VLC, excuse-moi, mais c'était quand même aussi un logiciel qui permettait
de consommer du contenu pirate. Les MP3, les DivX, etc. Vous avez jamais été embêté par les majors? Les ayants droit un petit peu, mais pas trop. En fait, c'était plus ce que je vais appeler la mafia, des boîtes comme Dolby et MPEG, etc., qui sont des boîtes qui posent énormément de brevets, qui déposaient plein de codecs et qui se rémunéraient sur la complexité. Et nous, en fait, on se bat contre la complexité. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que VLC, notre objectif, c'est de rendre des trucs hyper compliqués hyper simples pour l'utilisateur. Tu prends une vidéo, tu la drag and drop, tu n'as aucune idée du fait qu'on supporte des millions de combinaisons. Bien sûr, ça va marcher, quoi. Ça va marcher. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous encaissez n'importe quoi. La blague, c'est quand même, un moment, c'est que tu pouvais mettre une pancake dans ton lecteur de DVD et VLC allait le lire. Et on continue, tu vois. L'été dernier, j'ai cassé la protection des DVD audio que j'ai mis dans VLC pour la prochaine version de VLC. Tout le monde s'en moque, les DVD audio, c'est inexistant. Ouais, mais dans 20 ans, dans 30 ans, comme c'est open source, tu vas pouvoir. Si tu trouves un fichier sur le web de DVD audio, tu pourras le lire sur VLC. Et même des galettes. Et en fait, et on parle beaucoup, par exemple, avec des archivistes, soit à l'INA, mais aussi notamment à la BFI, British Film Institute, et des choses comme ça. Et en fait, ils ont besoin, parce qu'en fait, nous, on travaille sur le long terme. Les ayants droit et les gens du format, leur objectif, c'est de rentabiliser leur film. C'est sur 3 ans, c'est sur 5 ans. Et de toute façon, on n'était pas le premier avec VLC, on a juste simplifié la lecture, mais on n'a jamais été des enablers. On a même d'ailleurs fait une saisine d'Adopi, où Adopi a fait une non-réponse d'ailleurs, parce qu'il y avait vraiment le sujet sur comment nous on fait des DRM open source. Mais pendant très longtemps, par exemple, pendant 4 ans, la seule façon de lire des DVD sous macOS 10, c'était VLC. Donc tu te rends compte que même, en fait, les formats, ça punit les honnêtes gens. Les pirates, de toute façon, ils trouveront une façon de faire, en fait. Évidemment. Et en fait, pour moi, l'information, elle doit circuler. Et en tout cas, ça fait partie des missions de VLC. JB, juste un truc. Aujourd'hui, les usages évoluent. On télécharge moins. On stocke moins, le streaming, YouTube est arrivé, ça a été le tsunami, aujourd'hui les plateformes de vidéos, etc. etc. Est-ce que VLC, est-ce que j'allais dire ce combat, en tous les cas ce projet et qui te prend de l'énergie, a toujours du sens aujourd'hui? Alors, c'est une excellente question. La réponse est évidemment oui, parce que, alors, c'est sûr que dans les pays occidentaux, un petit peu moins, mais le nombre de téléchargements de VLC augmente, le nombre d'utilisateurs actifs de VLC augmente. La dernière version de VLC a été téléchargée 520 millions de fois sur notre site web, une seule version. Donc, tu te rends compte que, en fait, bah ouais, mais qu'est-ce qu'ils font les gens de VLC? Ils écoutent quoi? Leurs fichiers MP3 parce qu'ils en ont toujours, des films. C'est quoi les usages? Tu arrives à savoir ou pas? Tu prends un film sur ton iPhone, tu le mets sur ton ordi, comment tu le regardes? Bah, tu peux pas. Voilà, exactement. Et en fait, il y a... Alors, t'es obligé de télécharger un lecteur qui va te coûter une blinde. En 2016, avec des codecs. Nous, on ne fait pas d'espionnage, ce qu'on appelle de la télémétrie, donc je ne sais pas ce que les font avec VLC. Mais une fois, pendant 1 mois, j'ai demandé aux utilisateurs de VLC de répondre à un questionnaire. On a eu à peu près 10 000 réponses. Dessus, tu avais quand même... Donc, tu avais 40% qui l'utilisaient pour faire du DVD, 25% de la musique locale, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lecteurs de musique locaux, ça n'existe quasiment plus. Et pas mal des vidéos personnelles. Et après, il te reste un bon tiers qui était du film piraté. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus divers. Beaucoup plus divers qu'on peut l'imaginer. Et aujourd'hui, VLC, c'est partout. Tous les lecteurs vidéo que tu trouves, en fait, dès que tu vois un truc en ligne, c'est VLC. Et autour qui est repackagé, en fait. Qui est repackagé. Et autour de Vidéolan, il y a plein d'autres projets. Mais ils ont le droit de faire ça? Oui, bien sûr. D'accord. C'est open source, tu as le droit de le faire. Mais autour de VLC, tu as un autre projet qui s'appelle X264, qui est un encodeur vidéo. On a fait David, qui est donc un décodeur AV1. On a des stacks DVD, des stacks Blu-ray, des stacks d'animation, des stacks d'audio. Là, on fait une bibliothèque qui s'appelle Livre Spatial Audio pour faire de la 3D audio. On a beaucoup d'autres choses qui sont utilisées par des professionnels. C'est-à-dire, tu vas dans n'importe quel plateau de télé, plateau de radio, tu as des VLC partout. Oui, soit en direct, soit pas en direct. Et puis ensuite, il y a plein de gens, en fait, c'est dans les apps, il y a plein d'apps, c'est le moteur de VLC. Ça, c'est un truc que j'ai fait en 2012. J'ai changé la licence de VLC pour que tu puisses prendre le moteur et le mettre dans ton app. Donc en fait, on a beaucoup d'utilisation de VLC. Et je pense aussi qu'on va revenir un peu en arrière sur soit le piratage, soit la lecture DVD, Blu-ray. Parce qu'en fait, maintenant, les plateformes de streaming, d'abord, elles ont une durée de vie très très courte. Essaye d'aller trouver un vieux film. Oui, c'est sûr. Bah, il va rentrer dans le catalogue, il va ressortir aussitôt. Il ressort. En fait. Là, tu vois, en ce moment, tu as James Bond sur Netflix. Super. Ouais, mais dans 3 mois, c'est terminé. Tu n'as plus rien. Ouais. Et
Et surtout, tu as tellement de plateformes. Ouais, Alors, que tu sais en plus France, trop. ça va. Aux Ouais. États-Unis, c'est un enfer. Un enfer. Et donc, à un moment, les gens vont avoir une fatigue et ça commence à coûter très cher. C'est-à-dire qu'on a réinventé le câble. Voilà. Mais surtout, c'est Ouais. important d'avoir des moteurs open source qui fonctionneront dans 20 ans. Parce qu'en fait, et c'est ça qui est important, c'est que quoi qu'il arrive, VLC ou la technologie VLC, elle sera là et tu auras besoin pour relire des archives, pour relire des vidéos. Et puis, c'est un bon moteur. C'est la fierté de ta vie professionnelle, non, quand même? Ouais, je suis assez. Enfin, je veux dire, ce qu'on retiendra de JB, alors évidemment, tu as plein de trucs, là, tu bosses sur Kyber, etc. Tu as fait plein de choses, mais c'est vraiment le truc aujourd'hui dont on t'associe, finalement. Ouais, c'est vrai. Et puis surtout, le fait que il y a un peu des mèmes autour du fait que j'ai refusé de l'argent. Ouais. Et en fait, c'est assez Il y a rigolo. un peu un romantisme dans tout ça, finalement. Alors, qui Tu est te dis, exagéré, qui me met hyper mal à l'aise. Non, mais il faut pas. Mais, Attends, j'ai le droit d'être franchement, mal à l'aise. Tu es gentil. Non, mais d'accord, mais mine de rien, tu as permis à des millions de gens de profiter de contenus multimédia qui étaient inaccessibles auparavant. Alors oui, il y a ça, mais il y a aussi montré qu'on peut C'est faire génial. du logiciel open source avec pas grand-chose, avec beaucoup. Il y a quasiment plus de logiciel open source dans la main des clients. Tout le monde fait de l'open source, mais des applications end-user pour les humains normaux en open source, il n'y en a plus beaucoup. Il y a Firefox, il y a VLC, il y a LibreOffice, et LibreOffice, c'est encore, tu vois, c'était un usage qui est beaucoup plus faible. Donc tu vois, tu n'as plus beaucoup de choses comme ça. Déjà, c'est important. Et la relève, elle est assurée ou pas? Pour les Bon, études. toi, t'es jeune, mais qu'est-ce qui va se passer après? Gentil. Non, il y a plein de gens qui reviennent. Moi, j'ai monté quand même des structures commerciales autour de VLC qui font du consulting, de l'intégration Ok. du moteur, Pour gagner un peu d'argent quand pour même. gagner un peu d'argent et en fait avoir un business model qui est sustainable. C'est un truc. Tu vois, les communautés autour de VLC, c'est quelques boîtes, ça fait 3-4 millions de chiffres d'affaires. Bootstrappé, ça fait 8 à 10% de croissance. C'est pas du tout un truc d'investisseur, contrairement à Kyber. Mais ça a été fait. C'est vrai que j'ai reçu l'ordre national du mérite pour VLC, je ne m'y attendais pas. Ça m'a mis hyper mal à l'aise parce qu'en fait, tu vois, c'est très gênant parce que c'est un truc pour une communauté. Il y a 1500 personnes qui ont bossé sur VLC dans l'histoire. Ouais, c'est clair. Mais c'est toi un peu oui. En Ouais, fait, le tout le monde porte-malheur. devrait être récompensé. Mais c'est toi qui as été un peu le. C'est moi qui ai passé le plus de temps. Ouais, Et ça, c'est sûr. c'est sûr. Et donc, voilà, co-créateur, cofondateur, enfin, ça me dérange pas. En fait, je me formalise pas. C'est vrai que c'est moi qui suis associé maintenant à VLC. Et surtout, c'est quand même de la technologie très compliquée, très très belle, qui montre qu'on peut faire de la belle technologie en France avec pas beaucoup de moyens. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Et alors vous qui nous écoutez, qui nous regardez, lorsque vous lancerez la prochaine fois le logiciel VLC, je pense que vous vous rappellerez de ce qu'on a dit. On n'aura peut-être pas la même saveur et la même vision de ce logiciel qu'on utilise pour certains au quotidien. Merci Jean-Baptiste pour ces Bonsoir. petites histoires sympas. Il y aura encore 1000 trucs à raconter sur J'ai VLC. des Peut-être histoires qu'on fera un très, très chapitre 2, on rigolotes. verra. Il y a plein de trucs. Et puis, on toujours un plaisir de te retrouver dans Tech Co parce que, au-delà de tout ce que tu sais nous raconter, tu suis l'actualité tech au quotidien et tu nous fais part de ton expertise régulièrement dans Tech Co. Merci Vraiment beaucoup. vite. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Jean-Baptiste Kempf, donc de VLC, pour terminer ce De quoi je me mêle. Un grand merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Et bien sûr, le petit module bonus qui vous attend si vous êtes avec nous en podcast audio. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.